Le débat du jour. Anne Souhaitemont. Ravi de vous retrouver au menu du débat de ce soir, la contestation au Maroc. Dans une semaine, le Royaume accueille le Forum mondial des droits de l'homme, un rendez-vous international. 94 pays sont attendus. Un rendez-vous boycotté par quelques associations marocaines de défense des droits. Alors pourquoi ? Elles disent constater un mouvement de répression depuis quelques mois, interdiction de manifester, interdiction de louer certains locaux, et à ces inquiétudes de plusieurs associations se sont ajoutées des condamnations de militants. 2 rappeurs ont notamment fait la une de journaux, Mr Crazy, tout juste libéré, ou encore El Hakt. Il est considéré comme le chanteur du mouvement du 20 février, né au Maroc dans la foulée des printemps arabes. Dans ses textes, il décrit une police et une élite corrompue. Un petit extrait. C'était donc un extrait d'une des chansons de ce rappeur El Hakt qui a donc fait de la prison au Maroc. Maroc, la contestation est-elle possible ? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en direct dans ce studio 3 invités. Kader Abderrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po. Mohamed Jaït, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la MDH, l'association marocaine des droits humains. Et Driss Guerraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes multicasquette, on en a discuté un petit peu en préparant cette émission. Économiste, mais aussi, surtout pour ce soir, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Vous y tenez au Maroc. Alors Mohamed Jaït, je voudrais commencer avec vous. Vous êtes membre de l'une de ces associations qui appellent au boycott du forum qui a lieu la semaine prochaine au Maroc, la MDH, donc c'est le nom de votre association. Pourquoi vous boycottez ce forum ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons du boycott, notamment en fait la répression qu'a subi les associations, notamment l'association marocaine des droits humains. À partir du 15 juillet jusqu'à aujourd'hui, l'association a subi au moins 48 interdictions. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour que ce soit concret pour nos auditeurs, des interdictions de faire quoi ? Des interdictions, par exemple, de plus simple, de faire juste une assemblée générale, jusqu'à des interdictions d'utilisation des salles, soit des salles privées, par exemple, des salles dans des hôtels qui sont réservées pour faire une formation ou quelque chose comme ça, ou soit des salles publiques qui étaient réservées en partenariat avec des ministères, par exemple, ministère de la jeunesse ou des communes locales, quoi. Et comment vous ont été signifiées ces interdictions ? Pour la plupart, oralement. Oralement, pas de documents écrits. Pas pour la plupart, toutes oralement. Et vous avez eu la sensation que c'était arbitraire, que c'était un choix politique ? Je crois que c'est pas une sensation, mais c'est vraiment une interdiction programmée et systématique. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, Monsieur Mohamed Hassan, l'a signifié clairement. Il l'a dit clairement, notamment dans une réunion avec un certain nombre de responsables associatifs, où il disait clairement que la MDH est ciblée par une répression. Ça sera pas une répression momentanée, mais ça sera dur, je pense, et ça sera pour longtemps. Voilà, donc pour votre sentiment, Driss Guerraoui, une autre association, la Ligue marocaine de défense des droits humains, annule elle aussi sa participation. Elle déplore, alors je cite, l'absence d'un climat de confiance et des entraves à l'organisation d'activités associatives. Est-ce que le Maroc entrave le travail des militants associatifs ? Je pense d'abord qu'il est regrettable que la MDH et d'autres organisations ne saisissent pas cette opportunité de l'organisation du Forum mondial des droits de l'homme pour exprimer justement leur doléance, exprimer Par ailleurs, je donne juste un chiffre. Cette année, il y a eu 50 000 manifestations de tous bords et de la part de toutes les organisations. Il y a eu peut-être 2 manifestations qui ont fait l'objet d'interdictions. Mais de là à dire que le Maroc s'est retransformé encore en pays de la répression, je crois qu'il faut... C'est un peu... Ce n'est pas ce qu'a dit Mohamed Jaït, exagéré. Qui a donné des chiffres en disant une quarantaine... Très exagéré. Et d'autre part, moi je crois qu'il faut reconnaître que l'association marocaine des droits de l'homme a un espace. Elle travaille. Elle ne l'a plus depuis quelques mois. Moi, j'ai eu personnellement
à avoir une activité télévisée où elle a participé activement, où elle a pu exprimer, comme elle l'a toujours fait, sur les grands sujets de notre pays. Moi, je crois que l'enjeu aujourd'hui par rapport à notre pays qui avance objectivement en matière de liberté et de droits de l'homme, c'est quel équilibre trouver, justement, entre liberté, droits de l'homme et sécurité. Mais on va y revenir plus tard, mais je voudrais qu'on aille petit à petit dans ce débat. Est-ce que vous déplorez, vous, la présence d'un certain climat au Maroc ? Non ? Vous dites non ? Moi, je dis, le climat actuel au Maroc est un climat d'expression libre et de droits de l'homme, et qu'il y a des règles à respecter ensemble, et qu'il faut qu'on partage pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Et c'est l'enjeu. Et il faut qu'on soit tous jaloux de la réalisation de cet équilibre entre liberté, droits humains fondamentaux, auxquels je suis particulièrement attaché, et sécurité dans notre pays. Kader Abderrahimi, vous n'avez pas encore eu la parole. Peut-être une réaction à ce qui s'est dit. On a eu deux positions très opposées. Oui, enfin moi je vais pas prendre position ni commenter, mais je pense que c'est important de rappeler le contexte quand même. D'abord le contexte marocain, pardon, et le contexte régional. On est dans un contexte quand même où la transition entre Feu Hassan II et le roi Mohammed VI a apporté un climat qui était porteur d'un espoir considérable. Il y a eu incontestablement des efforts et des progrès. Et puis il y a eu au tournant des années 2000, je dirais une espèce de retour à certains réflexes sécuritaires qui sont incontestables. Les attentats de Casablanca, par exemple, et aujourd'hui la menace terroriste qui fait peser l'État islamique sur l'ensemble du monde arabe. Le Maroc est malheureusement concerné comme beaucoup d'autres pays. Alors, on est dans un moment de reflux. Il y a toute une période de flux, d'ouverture, de conquête de droits réels. Et là, on est dans une période de reflux parce que dans tous les appareils étatiques, il y a des divergences. Et il y a aussi des divergences au Maroc. Il y a ce qu'on appelle les sécuritaires, qui incarnent cette idée très conservatrice de ce que doit être l'ouverture, c'est un euphémisme, ou de ce que doit être la progression démocratique ou la progression de la construction de l'état de droit. On n'est pas encore dans cette phase. On est une progresse, c'est en évolution. Mais donc, vous êtes en train de nous dire, on est dans une phase de repli, de reflux. On est dans une phase clairement de reflux. Depuis quand ? C'est ce que disait Mohamed Jaïd. Depuis quelques mois. Je crois que depuis quelques mois, c'est clair que la menace terroriste, on est dans des débats un peu similaires aujourd'hui en Europe. Comment concilier la lutte contre le terrorisme et en même temps le maintien des libertés fondamentales pour les citoyens. Alors on va pas comparer ce qui se passe au Maroc. Mais quel est le lien entre la MDH et la lutte contre l'islamisme ? Mais non, j'ai pas parlé de la lutte contre l'islamisme. Attention, parce qu'aujourd'hui le gouvernement au Maroc, c'est un gouvernement islamiste. Attention. Non, mais il y a, oui, il y a une coalition. Mais enfin, le Premier ministre est un Premier ministre islamiste et ils ont été majoritaires aujourd'hui. En tout cas, on voit, même si évidemment c'est une coalition. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous articuler ces deux notions alors ? C'est important parce que même si on prend des exemples européens de vieilles nations démocratiques où l'état de droit est une réalité, il y a des tentations de la part de l'appareil sécuritaire, on le voit aujourd'hui dans certaines réactions de la police française, à vouloir rogner un peu les libertés. Alors, il y a la menace terroriste. Au Maroc aussi, il y a la menace terroriste. Et donc, certains profitent de cette occasion, entre guillemets, pour dire on arrête tout. Mais non, il faut pas tout arrêter. Il faut évidemment lutter contre le terrorisme, mais il faut pas empêcher les organisations de droits de l'homme, les ONG, les associations ou les partis politiques de continuer à s'exprimer, à contester s'ils le considèrent, à critiquer, c'est leur fonction d'opposition. Mais ils ont du mal à le faire, encore une fois. C'est une réalité, c'est tout le débat aujourd'hui, c'est ce rapport de force dans lequel il faut aujourd'hui tenter de maintenir le cap qui a été fixé. Mohamed Jaïd, vous vouliez réagir ? Oui, alors sur la question du terrorisme, je crois profondément qu'aujourd'hui au Maroc, le meilleur remède contre le terrorisme, c'est la démocratie. Aujourd'hui au Maroc, le terrorisme est produit par des conditions sociaux qui sont extrêmement difficiles.
je pense, entre autres. Et je redis que le meilleur remède contre le terrorisme et l'intégrisme, c'est la démocratie, c'est plus d'ouverture, c'est plus de démocratie, c'est plus de liberté. Ça n'est pas les libertés, en fait, qui menacent le Maroc, c'est au contraire, c'est le bâton, c'est la répression qui menace le Maroc. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, j'aimerais réagir, en fait, sur un certain nombre d'éléments qui ont été rapportés par M. Idriss. Sur la question des manifestations. Quand on évoque 50 000 de manifestations qui se sont déroulées sans problème au Maroc, c'est en fait une information biaisée, parce qu'il y a des manifestations qui se passent toujours au Maroc sans aucun problème. Si vous sortez aujourd'hui au Maroc pour manifester en solidarité au pouvoir marocain, vous n'aurez aucun problème. Non. Vous n'aurez aucun problème, ça sera passé tranquillement. Mais par contre, si vous manifestez contre le budget royal, vous aurez des problèmes. Si vous manifestez contre le budget militaire, vous aurez des problèmes. Si vous manifestez contre les prérogatives de princes ou des personnes qui sont proches du pouvoir, vous aurez des problèmes. Ça, c'est différent. Je pense que la lecture des chiffres, c'est important. Donc une liberté à deux vitesses selon vous. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est d'un côté. La question des médias et l'AMDH. L'AMDH, c'est l'association la plus importante en Afrique, en termes de nombre, en termes de sections, en termes d'importance, en termes de production, de qualité des rapports et tout. Mais par contre, c'est l'association la moins présente dans les médias marocains. C'est la moins présente, et je défie qui que ce soit pour me prouver le contraire, chiffre à l'appui. Alors justement, répondez Driss Guiraoui, sens que vous bouillonnez. Moi non, mais il faut être objectif. D'abord, moi j'étais avec l'AMDH dans une prestation télévisée. C'est pas vrai de dire que seule l'AMDH est interdite de manifester et de surcroît sur des sujets qui sont interdits. Cela n'est pas vrai. Aujourd'hui, on manifeste pour tout. Aujourd'hui, la presse pose des problématiques qui jadis faisaient partie des lignes rouges. Et par ailleurs, la grève générale du 29 octobre dernier, s'est passée avec la participation de tous les courants de pensée et toutes les sensibilités politiques de notre pays. Au débat du début, vous avez deux positions opposées. C'est important. Moi, je dis, est-ce que nous voulons construire ce Maroc pour tous, où on doit reconnaître qu'il y a des avancées démocratiques et où on arrête de dire, on a dit, on arrête tout. C'est pas vrai. Le Maroc, certes, comme les autres pays, sent la menace terroriste, mais sur ces choix fondamentaux qui sont irréversibles, à savoir la voie démocratique, je crois que là, on n'en arrêtera jamais de dire, nous sommes dans un processus dynamique de réforme et de respect irrévocable des libertés et des droits de l'homme. Ouais. Il y a effectivement... Mohamed Jahid n'est pas du tout d'accord avec vous, mais je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit Mohamed Jahid tout à l'heure, qui disait la meilleure réponse au risque, à la lutte contre ce terrorisme, c'est plus de liberté. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord ? Je suis absolument d'accord. Le seul remède au problème de pays, y compris le Maroc, c'est la démocratie. Pas de démocratie pas de développement sans démocratie et pas de développement sans liberté. Je suis convaincu, comme de nombreux Marocains, que la seule voie, c'est de continuer de façon irréversible à renforcer les droits de l'homme dans notre pays, à promouvoir la culture des droits de l'homme partout, y compris chez les sécuritaires, et il faut faire de la démocratie un choix irréversible. Et je crois que sur ce terrain, nous partageons, pas avec l'AMDH, mais toutes les composantes de la société civile organisée, cet objectif stratégique, car il y va de la stabilité réelle et de la sécurité pérenne dans notre pays. Nous avons réussi, comme a dit mon ami, à avoir une tendance qui, il y a juste quelques années, était effectivement interdite du champ politique national. En convenait, il parlait d'un reflux. Il ne s'agit pas de reflux. Il s'agit tout simplement... Ce qui se passe depuis quelques mois, ce que nous raconte la MDH, ce que disent d'autres associations, l'arrestation de militants, l'emprisonnement de certains militants, l'emprisonnement du rappeur qu'on a entendu tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a effectivement... Cas isolés, ça c'est sûr, mais de là, à partir de ces exceptions, pour en faire une généralité, je crois c'est vraiment ne pas être honnête, ne pas être vraiment en phase avec les acquis réalisés et les progrès que fait le Maroc en matière de droits de l'homme et des libertés. Je crois que si on veut effectivement que ce pays reste effectivement un terreau de démocratie qui avance, il faut au moins qu'on reconnaisse les acquis. Je crois qu'il y a une question, en fait, le pouvoir au Maroc répète tout le temps que la condamnation ou les cas de torture au Maroc, ce sont des cas isolés. Alors sur ce point-là,
Alors, si on est d'accord avec le pouvoir, ok, d'accord, ce sont des cas isolés. Mais les personnes responsables de torture aujourd'hui au Maroc, ils ne sont pas jugés. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont toujours au pouvoir, qui sont toujours en poste et qui sont impliqués dans des affaires de torture, mais ils ne sont pas condamnés. Ça, c'est pas vrai non plus. Monsieur Ben Slimane, par exemple, qui est chef de la gendarmerie royale, monsieur Al-Ikri, qui est un grand responsable marocain. Je crois qu'on a bien saisi que vous n'étiez vraiment pas d'accord. Qui est en retraite paisible, et c'est quelqu'un qui est impliqué dans des affaires de torture et même possible dans des affaires d'assassinat. Et on a des dizaines de cas, et je pense c'est un peu trop pour des cas isolés. Merci. Je voudrais qu'on entende Kader Abderrahim. Vous nous parliez tout à l'heure, vous avez pris une perspective historique de l'arrivée sur le trône de Mohamed VI. Je voudrais qu'on parle quand même de ce contexte aussi des révolutions arabes, de ce qui s'est parlé, de ce qui s'est passé, de ce mouvement du 20 février et de cette nouvelle constitution qui a été adoptée. Est-ce que les choses là aussi, est-ce qu'on a passé un cap au Maroc de votre point de vue? J'aime pas beaucoup cette terminologie du printemps arabe. Moi, je préfère parler de mouvement populaire, de mobilisation populaire. Je pense que c'est plus proche de la réalité que d'un contexte révolutionnaire. Et puis, bon, alors, prenons l'exemple du Maroc, mais je crois que c'est important aussi d'élargir un peu l'éventail, pour bien comprendre que aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il réussira seul. On est dans un environnement globalisé, comme on dit en anglais, mondialisé, et que, par conséquent, ce qui se passe chez les voisins a des répercussions chez moi aussi. Donc, le contexte, il est fondamental, y compris pour le Maroc. Ce qui s'est passé en Tunisie a eu des répercussions dans l'ensemble du monde arabe. Et bien au-delà. Moi, j'étais sollicité en tant que chercheur, imaginez-vous, par des pays comme la Malaisie, Singapour, le Vietnam, qui imaginaient que ce qui se passait en Tunisie pouvait éventuellement les concerner. Je cite cet exemple à dessein parce que ça montre à quel point aujourd'hui les répercussions, vous savez, c'est l'histoire des battements d'ailes du papillon, quoi. Hein. Voilà, l'effet papillon provoque des effets au Brésil. Sur le Maroc, qui est beaucoup plus proche que la Malaisie. Évidemment, parce que les sociétés aujourd'hui sont en mouvement. On observe dans des pays qui ont été très longtemps figés, avec des systèmes politiques totalement calcifiés, dirigés par des gens qui étaient déconnectés de la réalité, très âgés et plus en phase avec les réalités sociales. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que vous savez, Marx disait une chose très juste, le bon maître de Trévis, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et les dirigeants arabes, notamment tunisiens, libyens, égyptiens, n'ont pas vu venir ce qui se passait. Parce que l'émission se termine, on a vu des choses et ils se sont passés. Mais précisément, on ne voit pas ce qui se passe chez le voisin et ça arrive chez vous. Et le mouvement du 20 février a provoqué, on ne sait pas, on verra. Parce que c'est pas en 2 ans. C'est pas en 2 ans que les choses se règlent et c'est pas la nouvelle constitution qui règle tout. Ce qui est fondamental, à mon avis, c'est d'inscrire dans les faits l'état de droit. Ça, c'est on l'a fait avant, donc au milieu des années 90. Fondamental. Je voudrais juste l'instance équité, réconciliation. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Ça, c'est pas l'état de droit, ça. Ça, c'est pas l'état de droit. Aucune recommandation n'a été appliquée. Oui, mais par contre, dans l'article 25 de la nouvelle constitution marocaine, qui a donc été adoptée, si je ne m'abuse, le 1er juillet 2011, votée par référendum le 1er juillet 2011, l'article 25 garantit la liberté d'expression sous toutes ses formes. En tout cas, dans les mots, il y a il y a toujours, au Maroc, il y a des articles, vous pouvez trouver de très beaux articles dans la Constitution et partout. Dans la pratique, vous trouvez rien. Moi, je peux vous donner des dizaines d'exemples de journalistes qui sont poursuivis aujourd'hui. À titre d'exemple, juste le 20 octobre dernier, il y a Hamid Mehdaoui, qui est un journaliste de Badil, un site d'information qui est respecté, qui fait un bon travail, et qui poursuivait la com Ali Anouzla. Mais donc, ce que vous voulez dire, c'est que cette Constitution, ça n'a pas été un progrès pour formel. Vous Ah non. Sur la forme, oui. Absolument pas. Sur la forme, il y a c'est reconnu par toute la communauté internationale crédible. Sur la forme, il y a des progrès, je le concède, mais sur la pratique, il y en a pas. Il y a même des reculs par rapport à la Constitution de 96 sur la question du droit du travail. Et vous croyez que le Forum mondial des droits de l'homme s'est réuni justement parce qu'il y a des avancées démocratiques dans ce pays. Mais pourquoi on s'obstine? Je ne vois pas la relation causale entre début de réponse, s'il vous plaît, messieurs, début de réponse. La semaine prochaine, ce sera donc au Maroc le 2e forum sur les droits de l'homme. Merci beaucoup à nos 3 invités, Kader Abderrahim, Mohamed Jait, Driss Guerraoui. Merci également à Alex Komaza, Elliot Borrell et Alexandre Serre. On se retrouve demain pour un débat sur les 30 ans d'SOS Racisme.